Des membres du mouvement Ensemble pour le Mamala reçus ce matin par le président de la transition. Le mouvement vient d'organiser le Forum national pour la paix. La visite chez le chef de l'État avait pour but de lui présenter les recommandations de la rencontre. La COP27 sur le climat s'est ouverte ce dimanche à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Une forte délégation malienne y prend part. Elle est conduite par le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Mbarakou Maïga dans cette édition. Ouverture des travaux de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année en cours. La rencontre est axée sur les questions liées à l'électrification rurale et aux conclusions de la rencontre sociale, ainsi que les aspects divers de la vie de la nation. Focus Santé nous parle ce soir d'une pathologie méconnue et qui fait souvent l'objet de moqueries. Il s'agit du trouble bipolaire aux psychoses maniaco-dépressives. La maladie se manifeste par des changements brusques d'humeur et conduit malheureusement souvent à des tentatives de suicide. Baraki Sawatara s'est rendu à l'unité psychiatrique des armées pour en savoir davantage. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin à 7h30 la cérémonie aux couleurs à la présidence de la République. Cette montée des drapeaux est désormais une tradition et elle a lieu tous les premiers lundis du mois. La cérémonie aux couleurs a pour but d'éveiller le sens du patriotisme. Elle s'est déroulée en présence du personnel de la présidence. Voilà, c'était ce matin à Koulouba, la cérémonie aux couleurs présidée par le chef de l'État. Une tradition qui a lieu tous les premiers lundis du mois et qui a pour but d'éveiller le sens du patriotisme. Et s'est tenue en présence du personnel de la présidence. Voilà, tous les lundis, une tradition au Mali désormais, la montée aux couleurs sous la présidence du chef de l'État. Nous restons à Koulouba où le président de la transition a reçu cet après-midi une délégation des participants du Forum national pour la paix organisé par le mouvement Ensemble pour le Mamala. Ceux-ci étaient venus partager les recommandations du forum dont les travaux ont pris fin hier. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a sollicité l'accompagnement du mouvement pour la réussite de la transition. Gloussama Goïta, le président du mouvement Ensemble pour le Mamala, à sa sortie d'audience, est au micro de Mamari Kone. Les 4, 5 et 6 novembre, nous avons tenu le forum. Ce forum portait sur la revalorisation de la culture dans le milieu Mamala, le développement, la sécurité et tout ce qui s'ensuit. Et à la suite de ces travaux, effectivement, ça en est assorti des recommandations très fortes venant des populations. Le président nous a accordé cette audience et nous sommes venus faire part des recommandations de ce forum. Et le président nous a prodigué des conseils. Il nous a demandé de faire plus, de faire en sorte que nous puissions accompagner aussi le gouvernement, l'armée, dans tout ce qui est en train de s'entreprendre. Parce que sans cela, ça ne peut pas aller. Parce que malgré les efforts qui sont en train d'être fournis, si la population n'est pas consolidée par rapport à ça, c'est risque d'avoir des déboires. Donc le conseil du président, on a bien compris, c'est nous maintenant qui sommes maintenant devant la scène, nous devons tout mettre en œuvre, donner des explications à nos populations pour qu'elles comprennent l'enjeu et qu'elles se mettent aussi au travail. L'instauration du 5 novembre comme journée du festival du Mamala et l'implication effective des communautés pour la sécurité sont les principales recommandations du Forum pour la paix, la promotion et la valorisation du pluralisme culturel et le développement social intégré des communautés du Mamala. Le forum de 2 jours s'est achevé hier. On en sait un peu plus avec Batraouri.
Visiblement, le temps imparti s'est avéré très court au vu de l'intérêt accordé à ce forum par le mouvement Ensemble pour le Mamala ou Milankala Kafo. Les 2 jours de débat soutenus par l'exposition des différents instruments de musique du terroir ont permis d'aboutir à des conclusions pertinentes. Nous avons retenu de créer le festival de Miangala qui se tiendra chaque année à Kuchala. Donc nous avons également retenu le 5 novembre comme journée du Miangala. Donc parce que c'est le 5 novembre que nous nous sommes retrouvés ici pour parler du Mali. Et à travers nos experts également, nous avons retenu que nos populations soient vraiment des services utiles à côté des forces de défense de la sécurité pour qu'on puisse avoir la paix au Mali. Pour un coup d'essai, le Forum pour la paix, la promotion et la vulgarisation du pluralisme culturel et le développement social intégré des communautés du Mamala a été un coup de maître. La mise en place d'une équipe dirigeante ayant été décalée à une année plus tard, c'est le doyen Gloussama Gouita qui est désigné comme porte-parole du mouvement. Quand on est dans un tel mouvement, ton souhait est que tout le monde participe. Moi, je sais que je demande à tous mes aînés, à mes petits frères, à mes enfants, à mes neveux, qu'ils soient Mianka, qu'ils ne soient pas Mianka, qu'ils sont de la zone, dans la communauté, qu'ils essaient de s'unir pour soutenir ce mouvement qui a de l'avenir pour eux. Vous savez, quand on parle d'union, ce n'est pas un vain mot. Le fondement même, c'est le développement. Le mouvement Ensemble pour le Mamala, qui s'étend sur 5 cercles des régions de Sekasso, Koutiala, San et Ségou, englobe 66 communes du Mali au dire de la commission d'organisation. Le Premier ministre par intérim a assisté à l'ouverture solennelle de la COP27, la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh en Égypte. Au cours de cette édition, le financement de la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays en développement, dont le Mali, sera le sujet le plus abordé. Envoyés spéciaux à Sharm el-Sheikh, Agibou Koulibaly et Mbarakou Maïga. Dès son arrivée au Centre international des congrès de Sharm el-Sheikh, le chef du gouvernement par intérim a été accueilli par son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte, et par Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, est confronté à d'importants défis liés au changement climatique. La participation du Mali à la COP27 permettra donc de mettre l'accent sur ces défis et d'exposer les stratégies pour leur atténuation et pour renforcer la résilience et l'adaptation au changement climatique. La COP 27 de l'Égypte qui se passe aujourd'hui à Sharm el-Sheikh quand même est un grand défi pour le peuple africain et puis pour le peuple malien. Je voudrais quand même dire que cette COP vient à un moment où les pays africains, même le monde entier, est en train de travailler sur des actions d'ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des intervenants depuis ce matin a quand même souhaité que le monde doit agir ensemble pour lutter contre la déforestation, mais aussi lutter contre les effets néfastes du changement climatique, dont la résorption de la température qui devrait quand même être maintenue à 1,5 degré Celsius sur l'ensemble du territoire. Mais cette question appelle aujourd'hui tous les principaux pollueurs à payer. D'où la question du pollueur-payeur revient en fait afin de permettre aux États comme le Mali, nous ne sommes pas un pays pollueur, mais de nous adapter au changement climatique à venir. Ce sommet international permettra également de développer un cadre de partenariat stratégique visant la mobilisation des ressources financières nécessaires au financement des programmes et projets prioritaires de notre pays afin de faire face aux défis liés au changement climatique. L'aéroport international président Modibo Keïta Sénou est l'une des vitrines de notre pays. La commission des travaux publics, des domaines et du transport du CNT, dans le cadre du contrôle des actions des services, s'est rendue à l'aéroport pour s'imprégner de son fonctionnement. Il ressort de la visite que l'aéroport international président Modibo Keïta répond aux normes internationales. Le point avec Ali Djumatina. La commission des travaux publics, des domaines et transports du Conseil national de transition visite l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou.
La commission du CNT, en initiant cette démarche, voulait s'enquérir du fonctionnement de l'aéroport en tant qu'un des endroits stratégiques du pays. Ainsi, durant plus de 2 heures, différents endroits de l'aéroport ont été visités, tels que la centrale, le bloc technique de la SECNA, la tour de contrôle pour le décollage et l'atterrissage de l'avion, le circuit de départ et d'arrivée, en passant par le circuit des bagages. Globalement, la commission s'est réjouie du fonctionnement de l'aéroport, même s'il y a des améliorations à apporter à certains niveaux. L'aéroport Bamako, le président Modibo Keïta est l'une des vitrines de notre pays, donc qui doivent être tenues avec beaucoup de professionnalisme et avec beaucoup de rigueur. Notre impression est que quand même il y a quelques problèmes, et quelques problèmes en lien avec le traitement quand même des passagers et des bagages, et qui a montré qu'il y a un peu d'attente et aussi quelques problèmes avec les infrastructures aussi. Donc à ce point, il faut que nous voyons avec les aéroports du Mali, le département de tutelle, comment on peut régler ces problèmes pour le bonheur des passagers et pour le bonheur aussi des gens qui travaillent à l'aéroport. Donc nous avons un sentiment que nous avons mené une visite utile et que cette visite aura sûrement un impact dans les jours à venir. Il a parlé de certaines insuffisances qui sont d'ordre structurel. Et quand c'est d'ordre structurel, ça mesure beaucoup de moyens et surtout beaucoup d'organisations pour les prendre en charge. Donc tout a été noté et on prendra les dispositions dans les jours à venir pour améliorer ce qui est faisable pour le moment. En termes de normes, l'aéroport international président Modibo Keïta est certifié depuis 2017. Il a été recertifié en 2020. Donc c'est pour dire qu'on respecte toutes les normes d'exploitation en matière de sécurité et en matière de sûreté. Après cette visite, d'autres actions seront entreprises par la commission. Notre mission, c'est l'action aussi du suivi de l'action gouvernementale. Donc nous allons essayer de suivre de très près au niveau de l'aéroport. Est-ce que ce que nous avons fait comme recommandations ont été réellement mises en œuvre? Donc il y aura des actions non seulement en termes de recommandations, acquis des droits, et aussi de suivi aussi. La visite du jour a été marquée par la présence de tous les services intervenant dans la gestion de l'aéroport. Ouverture cet après-midi des travaux de la 2e session du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année en cours. Les conseillers vont plancher au cours de cette session sur les questions liées à l'électrification rurale et aux conclusions de la rencontre sociale ainsi que les aspects divers de la nation. Souleymane Kenza Sidibé. Cette 2e session examine la problématique du développement de l'électrification rurale, les conclusions de la rencontre sociale et les questions diverses. L'électrification rurale est vitale pour bon nombre de nos communautés. Elle touche de près la vie de millions de personnes. Elle est synonyme de développement accéléré. Les conseillers saluent cette vision des autorités de la transition, d'où leur soutien à toutes les actions bénéfiques engagées sous la transition. Je voudrais, en votre nom, et à tous et aux miens, renouveler ici notre soutien sans faille aux autorités de la transition qui, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, font un travail remarquable dans un environnement national et international très difficile, d'une part, par un effort national de mobilisation à grande échelle d'importantes ressources humaines et matérielles pour sécuriser les citoyens et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national, et d'autre part, par une hostilité qui frise le complot des forces maléfiques, disposant des relais et d'officines ainsi que des moyens très importants au triple plan national, régional et international. Pour le président, le Mali éternel demeure une terre d'accueil, de contact, de coopération bilatérale et multilatérale, à savoir respecter la souveraineté du Mali, le respect de ses choix stratégiques et la défense et la prise en compte des intérêts du peuple du Mali, concède Mamadou Satiki Diakité. Le président salue les performances engagées sur le terrain par l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. La jouissance d'une souveraineté pleine et entière se doit d'être adossée
à un outil de défense performant et dissuasif au regard des menaces classiques et d'autres non conventionnelles auxquelles notre pays fait face malheureusement. Dans le cadre de la gouvernance, le président se félicite des actions entreprises pour soulager les populations. Nous exprimons notre profonde gratitude au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dont les actions et initiatives humanitaires concourent grandement à soulager les populations par la mise à disposition des services sociaux de base, eau potable, santé, éducation, et par la distribution des vivres à certaines populations fortement sinistrées. Enfin, le président a fait observer une minute de silence à l'entame de cette session à la mémoire des disparus pour cause d'insécurité. 10e conférence mensuelle de la DIRPA, une initiative qui vise à apporter la bonne information aux populations. De cette conférence, il ressort que, courant le mois d'octobre, les FAMA ont neutralisé une centaine de terroristes, détruit 7 bases et récupéré 60 engins roulants. Fousseni Tunkara nous fait le point. Les FAMA continuent de consolider les acquis opérationnels sur le terrain face à des terroristes en perte d'initiative. Propos introductifs du directeur général de la DIRPA face aux confrères, le colonel Suleiman Dambélé apporte des informations de première main sur l'évolution des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Les précisions du jour sont relatives aux activités menées courant le mois d'octobre. Au niveau du théâtre-centre de l'opération Maliko, les actions FAMA se sont résumées à la neutralisation, à la recherche, à l'exploitation des renseignements, à des actions d'opportunité, des patrouilles, des opérations à reporter, des missions de reconnaissance offensive appuyées ou non par des frappes aériennes. Donc ces actions ont concerné plusieurs secteurs. Les FAMA ont secouru ce mois également plus d'une dizaine d'enfants affamés et malades. Suite à une opération dans le village de Baboué, région de Bajangara. Concernant l'opération de Guélédié, commentée de toutes sortes récemment sur les réseaux sociaux pour incriminer les FAMA, la direction de la DIRPA apporte des éclaircissements. Sur la base des renseignements donnés, que les FAMA se sont transportés à Guélédié, qui était vraiment un refuge terroriste, et c'est dans le cadre d'une action aéroportée que les FAMA ont essuyé une résistance farouche de la part de ces terroristes. Donc après de durs combats, il y a eu 15 terroristes qui ont été neutralisés sur place à Guélédié. Selon les informations qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une cinquantaine d'ethnies, comme on le disait, une ethnie qui a été enlevée et assassinée. C'est 15 combattants qui ont été neutralisés sur place. Donc, dans la poursuite des renseignements, il y a un combattant qui a pu s'échapper et qui a été suivi à moto. Il est parti jusqu'au niveau d'une base. Donc, ça nous a permis aussi de découvrir qu'il y avait une autre base à côté. C'est lorsqu'il est arrivé là-bas qu'il y a eu des actions sur cette base. Et là-bas, on a pu neutraliser 2 combattants. C'était une base logistique avec une importante quantité de carburant qui ont été également détruits. Outre la localité de Guélédié, la situation sécuritaire de la région de Ménaka courant le mois d'octobre a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les FAMA rayonnent à Ménaka. Les FAMA font des patrouilles à Ménaka. Ne serait-ce qu'hier, les FAMA ont rayonné à 40 km à la ronde autour de Ménaka. Menace. Hier, tout près, on disait qu'il y a les terroristes qui ont pris d'assaut Ménaka. C'est faux. C'est des intox, c'est des tentatives de propagande, c'est des tentatives de déstabilisation des forces armées maliennes que vous, hommes de presse, vous devrez comprendre et en même temps faire savoir à la population que Ménaka n'est pas sous menace, Ménaka n'est pas sous embargo, encore moins Tessit ou Ansongo.
En termes de chiffres, selon un tableau dressé par la DIRPA, au compte du mois d'octobre, les FAMA ont neutralisé 133 terroristes, 7 bases détruites, 60 engins roulants récupérés. On note aussi une série de formations à l'actif des FAMA. Le projet Force de sécurité ultérieure et moi, FSI et moi, en collaboration avec les comités de veille citoyenne du Conseil national de la société civile, a procédé au lancement du projet de poche sur la sécurité collaborative. L'initiative bénéficie depuis 2021 d'un accompagnement de l'accompagnement du Fonds d'appui aux moteurs de changement FAMOC. Le point avec Abdul Karim Kaba. Pour asseoir une bonne collaboration, pour mieux connaître les rôles et responsabilités d'une part des civils et d'autre part les acteurs de la sécurité, le projet Force de sécurité intérieure et moi, FSI et moi, a initié un guide de poche sur la sécurité collaborative. Ce guide permettra au fait de briser la glace au fait entre les forces de sécurité et la population civile parce que depuis toujours nous avons remarqué qu'il y a une peur, une crainte. Parce que vous allez trouver que la population va essayer d'approcher les forces de sécurité, mais pour la plupart, par exemple, nos activités à Sangarebougou et Baguinenda nous ont poussé à comprendre qu'il y a la crainte auprès de la société et la société civile, au fait. C'est un document de poche de 40 pages qui permet de mieux prévenir l'insécurité. C'est un début et je suis vraiment très fier que la société civile, avec les hommes de la sécurité, puissent collaborer ensemble à produire un tel document et aller dans l'action maintenant réelle de la sécurité et montrer à tout le public que l'engagement de la société civile auprès des hommes de sécurité sur cette question de sécurité. Le guide introduit donc les concepts clés de la police de proximité, donne un éclairage sur les rôles et responsabilités de chaque acteur dans la gestion de la sécurité. Malamine Koné, PDG de Ernest, non moins parrain de la 4e semaine du mois de la solidarité, a visité aujourd'hui l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg, pour s'informer des conditions de travail dans l'établissement. La visite a permis aux responsables de la structure d'exposer certaines difficultés. Ils espèrent un partenariat avec l'entreprise de l'ordre du jour. On en sait plus avec Bemba Sibi. Le parrain de la 4e semaine du mois de la solidarité au CHU Mère-Enfant le Luxembourg, Malamine Koné, vient à l'écoute des responsables et praticiens pour mieux s'enquérir du fonctionnement de l'hôpital. Il a notamment visité ses services essentiels, le bloc opératoire, quelques salles d'hospitalisation, le service des urgences ou encore l'unité d'hémodialyse. Je peux que féliciter le directeur et l'ensemble de son équipe, l'ensemble du personnel soignant, et leur dire bravo tout simplement parce que d'abord l'hôpital est très très bien tenu, très propre. C'est un hôpital moderne et je vois le travail qu'ils font. Je pense qu'on devrait plus mettre l'accent sur ces genres de choses au Mali et même en Afrique plus généralement parce qu'il se passe des choses formidables chez nous. Il n'y a pas que du négatif, je ne cesse de le dire. Ce matin, c'était une très 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 belle visite et je suis heureux de voir le sourire sur le visage de ces enfants. Cette visite a permis aux responsables du CHU Mère-Enfant le Luxembourg d'exposer certaines difficultés de la structure. Ils espèrent un partenariat dynamique avec le patron de la marque Ernest pour faire face à certaines situations particulières. Nous avons été très honorés par cette visite-là et ça nous a fait énormément plaisir. Nous avons eu l'occasion de discuter avec lui, de partager certaines de nos difficultés et aussi lui donner l'occasion de voir ce que nous faisons pour le moment. Donc nous espérons que nous puissions, au-delà de cette visite, continuer à collaborer avec lui. Le parrain de la 4e semaine du mois de la solidarité achève ici la série de rencontres et donations au profit des couches fragiles. Ce lundi soir, Malamine Koné lance la première édition du Trophée des initiatives pour encourager des acteurs et organisations engagés dans des actions humanitaires. Point Covid. Ce 7 novembre 2022, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 279 tests réalisés, 0 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 7 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Tenue.
les assemblées générales extraordinaires et ordinaires de l'ATSR, Association des travailleurs sociaux à la retraite. Au menu de la rencontre, présentation du bilan des activités de 2015 à 2020, relecture des statuts et règlements intérieurs et enfin élection du nouveau bureau exécutif. Reportage Mohamed Sangari. Fondée sur le principe de l'union, la solidarité et l'entraide, l'Association des travailleurs sociaux à la retraite réunie en Assemblée générale extraordinaire et ordinaire a d'abord procédé au toilettage de ces textes afin de dynamiser l'association. Le ministre de la Santé et du Développement social a fortement encouragé les travailleurs sociaux à la retraite pour leur initiative, tout en leur assurant la disponibilité de son département à collaborer avec l'association. Je voudrais vous rassurer que les difficultés seront prises en compte et nous allons mettre en place un plan d'action pour voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. L'Assemblée générale a aussi mis en place un nouveau bureau de 9 membres dirigé par Sibiri Diarra pour un mandat de 3 ans. Les projets sont certainement nombreux puisqu'ils tirent leur essence des nouveaux textes que nous venons de mettre en place. Des textes qui sont suffisamment étoffés pour nous donner les outils nécessaires pour ce travail. Mais pour le moment, nos objectifs, c'est essentiellement de travailler à défendre les intérêts de nos membres, mais aussi de contribuer positivement à la vie de la nation. Une commission de contrôle est également installée pour permettre à l'association d'apporter sa contribution dans la politique de développement social, de protection sociale, de santé et d'action humanitaire du pays. Le gouverneur de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a rendu une visite aux femmes opérées de la fistule obstétricale au centre de santé de référence de Koulikoro. Il a remis des kits de dignité aux malades. Notre équipe de reportage dirigée par Ousmane Koïta de l'ERTM Koulikoro était de la visite. En effectuant cette visite à la direction régionale du centre de santé de référence de Koulikoro, le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo, veut s'inquiéter de l'état de santé des femmes opérées de la fistule obstétricale. Cette deuxième campagne de l'année 2022 qui tire vers sa fin avait pour objectif de faire la chirurgie de 25 femmes souffrant de fistule obstétricale en deuxième région. Et la première campagne, on avait pris en charge jusqu'à 27 femmes. Et cette fois-ci, c'est prévu de prendre les 23 femmes. Et nous allons certainement dépasser les 23, atteindre même 24 femmes pour cette campagne. Et c'est des femmes... Il y a parmi elles qui ont déjà été opérées, il y a d'autres aussi qui sont à leur première intervention chirurgicale. Koulikoro est un partenaire et nous appuyons tous les ans la campagne de prise en charge de femmes porteuses de fistule à Koulikoro. Dans ce sens, nous travaillons avec les ONG de la région pour identifier les femmes, les orienter vers le centre. Et nous travaillons aussi avec l'hôpital de Kouangé qui aide la région de Koulikoro avec les chirurgiens expérimentés pour faire la prise en charge chirurgicale. Le gouverneur, accompagné des responsables en charge des questions sanitaires de la région, à travers une visite guidée par le premier responsable de la santé de Koulikoro, a échangé avec les femmes opérées de la fistule obstétricale. Cet acte de solidarité du chef de l'exécutif régional avait tout son sens. Je suis très contente de cette visite du gouverneur de la région. Cela nous réconforte à plus d'un titre. Aujourd'hui, je me sens bien et beaucoup d'entre nous aussi. Nous avons vu tout de suite une jeune fille, alors je crois de 16 ans et de 7 ans, alors qui souffre réellement. Donc nous avons la plus âgée parmi les personnes ayant bénéficié des interventions chirurgicales est de 70 ans et la moins âgée est de 16 ans. Les partenaires, c'est le lieu de les remercier et de leur dire que vraiment leur accompagnement a permis à ce que ces malades-là retrouvent en tout cas une vie normale. La visite et la remise symbolique des kits de dignité et de vivre aux patientes ont constitué l'essentiel de cette visite du gouverneur aux femmes opérées de fistule. À Taoudéni, plusieurs femmes ont préparé la rencontre de sensibilisation sur les droits des femmes, la paix et la sécurité. La rencontre vise à accompagner les femmes dans la promotion de leurs droits. Elle est initiée par ONU Femmes et la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Taoudéni, Chilfi Moulaya Aydara.
engager les femmes à l'utilisation des technologies, à l'information et de la communication pour accélérer la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325. C'est le thème évocateur que la région de Toudeni a choisi pour commémorer le 21e anniversaire de la résolution 1325 de l'ONU sur le droit des femmes, de la paix et de la sécurité. Nous osons espérer que c'est le début du démarrage des activités du plan national de la R1325 dans notre région, qui entend besoin pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'autonomisation des femmes rurales. Il se trouve que Toudeni fait partie des régions les plus affectées. Les femmes, c'est le groupe le plus vulnérable. Donc il fallait relever un peu leur niveau économique. Donc dans le cadre de l'autonomisation, UNIFEM a décidé de les accompagner. La résolution 1325 réserve une grande place à l'autonomisation de la femme. C'est dans cette ligne que l'ONU a mis la cérémonie à profit pour appuyer 20 associations féminines avec des kits alimentaires et enveloppes symboliques chacune. C'est la preuve que nos mamans, c'est la preuve que nos filles sont au cœur de tout ce que nous faisons, sont au cœur du développement et nul n'ignore le rôle que les femmes jouent dans le développement de nos régions, dans le développement de nos pays. Mais des avancées majeures ont été réalisées en matière de promotion des droits des femmes. C'est ainsi que la paix, la cohésion sociale, l'autonomisation des femmes restent et demeurent une préoccupation nationale majeure pour le Mali et ses partenaires. Atelier de formation sur la conduite et la maintenance du tracteur et ses accessoires au Centre d'expérimentation et d'enseignement du machinisme agricole Draman Zerbo de l'Institut d'économie rurale de Samanko. La session est à la faveur de 30 jeunes évoluant dans le secteur du développement agricole. Elle se déroule du 7 au 13 novembre 2022. Compte rendu Valentin Roger Diallo. Une meilleure participation des jeunes dans le secteur du développement agricole, c'est le souhait de l'Institut d'économie rurale. C'est dans ce contexte que l'Institut organise durant une semaine une formation à l'endroit de 30 jeunes. La formation porte sur la conduite et l'entretien du tracteur et ses accessoires pour 80% de pratique et 20% de théorie. Elle devra permettre une utilisation plus efficace et durable des matériels. La formation permettra aussi de former un vivier de conducteurs et mécaniciens expérimentés dans la sous-région. Liés de ces partenaires techniques et financiers dont le CORAF et la CEDEAO ont décidé de contribuer à l'amélioration de la production et de la production agricole par la mécanisation et également par l'adoption des technologies éprouvées en la matière. C'est dans ce cadre que se situe cette première session de formation sur la conduite et la maintenance du tracteur et accessoires. Et en effet, le faible niveau de formation des utilisateurs des équipements agricoles, des prestataires et du service privé sont des contraintes entravant la promotion de la mécanisation agricole. Parmi les 30 apprenants figurent des jeunes venus du Nigeria, du Burkina Faso, du Niger. Un partage d'expériences qui permettra de renforcer la capacité des jeunes dans le domaine de la mécanisation de l'agriculture au Mali et dans la sous-région. Cérémonie d'adhésion à l'Alliance pour la refondation du Mali Arema à Kouroufinan, en commune 1 de Bamako. Boubacar Kanouté nous donne les détails. Ces formations politiques et mouvements adhèrent aux idéaux de l'AREMA, l'Alliance pour la refondation du Mali, qui est aujourd'hui sur tous les fronts pour fédérer les Maliens autour d'un idéal, celui d'un Mali uni, envié et débarrassé de toute tutelle. Une vision portée aujourd'hui par les autorités de la transition. Ce qui se fait aujourd'hui est rassurant. Les grands soucis qui nous animent, c'est de faire en sorte que cela soit pérennisé, cela soit éternel, parce que nous tous, nous allons passer, mais le Mali restera éternel. La mère patrie à la croisée des chemins a besoin de tous ses fils et filles pour une union sacrée autour de l'essentiel, d'où cette adhésion à cette initiative, l'AREMA. Nous partageons les mêmes objectifs, nous avons la même vision et nous avons un dénominateur commun. C'est dans les transitions que les pays ont su mettre en place leur surpassement. Conduire notre pays sur la voie de l'indépendance totale, de la souveraineté de notre chère patrie, le Mali. Et je me reconnais dans les actions menées au quotidien par l'AREMA. Le président de l'AREMA a exhorté les nouveaux membres à redoubler d'efforts pour divulguer la vision et la théorie du président de la transition, qui consiste à refonder le Mali et y établir la paix et la sécurité.
45 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un don en équipement sanitaire que la Fondation Coris Bank vient de mettre à la disposition du centre de santé de référence de la commune 5 de Bamako. La remise officielle de ces équipements était présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, Djeminatou Sangare Aliou Abdoulaye Touré. Un vent nouveau souffle sur le centre de santé de référence de la commune 5. Les difficultés d'accès aux lits et les conditions de séjour des patients en passent de devenir un mauvais souvenir. Pour cause, la Fondation Coris Bank a procédé à la remise d'un important lot d'équipements sanitaires composés de lits, de matelas et autres accessoires. Permettez-moi ici de me joindre aux bénéficiaires de ces dons afin de manifester notre reconnaissance à Coris Bank International pour ce geste très noble en venant en aide à la commune 5 pour une meilleure prise en charge des malades à travers des lits médicalisés et des potences. Ce geste de solidarité est symbolique. Cette donation fait partie des actions réalisées par Coris Bank depuis son installation en 2014 au Mali. Ce don est constitué de 101 lits médicalisés et 101 potences pour une valeur totale de 45 millions de francs CFA. Coris Bank International Mali vient apporter son soutien au centre de santé de référence de la commune 5 afin d'améliorer un tant soit peu son plateau technique et ses capacités de prise en charge des malades. Ces lots d'équipements sanitaires viennent sans nul doute renforcer davantage les efforts du gouvernement dans la prise en charge des patients pour une santé de qualité pour tous. Je voudrais remercier, encourager Coris Bank pour cette initiative, pour ses actions en faveur du bien-être des populations. Et j'encourage ces actions. C'est vrai, les besoins sont énormes, mais nous apprécions chaque action, chaque donation à notre faveur. La remise des équipements a sanctionné la cérémonie. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui aux troubles bipolaires, une pathologie méconnue et qui fait souvent l'objet d'une moquerie, anciennement appelée psychose maniaco-dépressive. Elle se caractérise par des phases d'euphorie, d'exaltation, puis soudain la dépression, des changements d'humeur difficiles à comprendre et à gérer pour le malade, mais aussi pour son entourage. C'est une pathologie qui conduit le plus souvent à des tentatives de suicide. Malheureusement, Baraki Sawatara et Abdul Salam Bambara se sont rendus à l'unité psychiatrique des armées pour en savoir davantage. Suivons. Je m'énerve souvent pour rien. Et après, je change d'humeur. Je me fâche pour un rien. De ces faits, je ne m'entends même plus avec ma famille. Si le second est militaire, la première est civile. Ces deux ont en commun les troubles d'humeur ou encore des troubles bipolaires anciennement appelés psychose maniaco-dépressive, c'est-à-dire que leur humeur évolue typiquement selon deux phases qui surviennent en alternance, la phase dépressive et maniaque. Durant les épisodes maniaques, le malade a une sensation de bien-être et est extrêmement actif, voire agité. Le patient trouve du plaisir à évoquer pas mal de sujets. Tout est accéléré au niveau du cerveau. Il se met à parler abondamment. Et puis aussi, au niveau de sa tenue, c'est une tenue excentrique parce que c'est spécifique. Dans ces moments de la bipolarité, lors de la phase maniaque, c'est des gens qui vont mettre peut-être des couleurs visibles, les couleurs rouges en l'occurrence souvent, des couleurs où les dames souvent vont se maquiller de façon extravagante. Il y a aussi une certaine familiarité, c'est-à-dire dans leur discours, il y a ce sentiment de connaître, d'intéresser, de se livrer, de discuter de pas mal de choses. Mais durant la phase dépressive, c'est tout le contraire. L'humeur est triste, et cette tristesse se caractérise par un ralentissement aussi psychomoteur. Tout est ralenti, avec des idées pessimistes, et puis l'intéressé même peut avoir des idées suicidaires. C'est ça qui fait aussi la gravité de la bipolarité de façon générale, que ce soit lors de la phase maniaque ou lors de la phase dépressive, le risque suicidaire est très important. Entre ces épisodes, l'humeur peut redevenir normale ou quasi normale. Ces personnes bipolaires peuvent aussi perdre le contact avec la réalité. Elles peuvent par exemple entendre des voix, avoir des idées délirantes ou une estime de soi démesurée. J'ai souvent très peur. J'ai des imaginations qui me hantent. J'ai fait des cauchemars et j'ai aussi des insomnies. Souvent,
Je me sens supérieur aux autres. Maladie fréquente de nos jours, les troubles bipolaires sont pourtant méconnus, donc sous-diagnostiqués. Ces causes sont multifactorielles. Il y a, c'est-à-dire les facteurs biologiques, c'est-à-dire la vulnérabilité génétique, il y a des antécédents, c'est-à-dire familiaux qui sont en premier plan. Il y a aussi les événements de vie, c'est-à-dire souvent des gens qui ont eu à subir des traumatismes à l'enfance. Il y a une carence affective, c'est-à-dire des gens aussi peut-être qui ont perdu très tôt les parents, ils sont dans la nature, ils sont élevés. Il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Il y a le stress aussi permanent qui fait que, c'est-à-dire il y a pas mal de considérations qui sont là. Pathologie chronique, les troubles bipolaires débutent le plus souvent entre 15 et 25 ans. Et dans la plupart des cas, ni le patient ni l'entourage n'est conscient de la maladie. Les bipolaires, je ne vous apprends pas, ce sont des gens aussi qui sont dans un moment, c'est des gens qui vont faire pas mal de dépenses inconsidérées. C'est-à-dire se mettant en danger, c'est des gens qui peuvent aller en faillite, c'est des gens qui vont s'arrêter de distribuer de l'argent n'importe comment. Il y a aussi un autre aspect par rapport à ça, il y a le fait de l'hyperactivité, c'est des gens aussi qui peuvent commettre pas mal de choses, notamment dans le registre aussi de viol. Et puis chez les dames aussi, il y a une prise de risque très considérable parce que c'est des gens qui vont avoir des partenaires multiples, bref. Plus la bipolarité est prise en charge tôt, plus le malade a beaucoup de chances d'en guérir selon le psychiatre. Les médicaments régulateurs de l'humeur représentent le traitement le plus courant du trouble bipolaire. Au traitement par médicament peut aussi s'associer une prise en charge psychologique. Cette information après son faux pas en match inaugural de la Coupe du numérique face à la SMTD, l'équipe de l'ORTM s'est remobilisée et a dominé celle de l'AMAP par le score de 2-1 cet après-midi pour le compte de la deuxième journée. Les goléadors de l'ORTM ont largement dominé leur adversaire de l'AMAP en première période sans parvenir à scorer. En deuxième période, le coach Sidi Mohamed Kone a effectué quelques remaniements qui n'ont pas tardé à porter fruit. Draman Diarra et Abdoulaye Sako entrés en renfort se sont illustrés en inscrivant les 2 buts de l'ORTM. En toute fin de la rencontre, Modi Traoré offrira un cadeau à l'AMAP, un symbole de la confraternité entre les 2 boîtes victoire et la manière de l'ORTM. Les autres équipes sont prévenues. L'équipe de l'ORTM est désormais de retour. Le Mali s'est réveillé ce matin avec la triste nouvelle de la disparition de la musicienne Makouyaté numéro 2. Elle a révolutionné le style soumou, a beaucoup marqué les années 2000 avec sa voix suave. À 46 ans, la griotte quitte la scène pour toujours, au grand regret des parents et de la famille des artistes. La rédaction lui a donné un hommage dans ce dossier signé Apollinaire Dao et Cheikh Oumar Sangari. Aussi engagé qu'inspiré soit un journaliste, les mots deviennent insuffisants face à la mort, de surcroît celle d'une voix aussi sublime que Makouyaté numéro 2. Une artiste qui avait une inspiration très fertile et un timbre vocal limpide qui s'accordait au mieux avec les répertoires mandingues. Comme si elle sentait la fin, Makouyaté aimait faire référence au destin de l'homme, à l'éternité de la vie, mais aussi et surtout au mystère de la mort. Comme disait l'autre, on ne devient pas artiste, mais on est artiste. Emma est née artiste au vrai sens du mot. Née le 1er janvier 1976, la fille des cabinets et Fanta hérite naturellement la musique en famille et se montre promoteuse dès le bas âge. Elle a dans son compteur 11 albums et une pléiade de singles. Très tôt ce matin, la toile fut inondée par la mauvaise nouvelle. Makouyaté numéro 2 a définitivement déposé le micro. Une vraie conservatrice de la musique mandingue s'en est allée. C'était pas une sœur, mais c'était une mère. Depuis le décès de notre maman jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui ai assuré le rôle de notre maman dans la famille. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour. Je ne fais que remercier le bon Dieu.
Vraiment, c'est dommage. Parce que ce qui est un peu plus grave, c'est que ces grandes voix partent. Malheureusement, la relève ne suit pas trop. Et c'est ça qui nous fait peur. Parce que les griots ou encore les cantatrices sont très importantes dans nos sociétés. Et que son âme repose en paix. Elle était toujours souriante, elle était très sympa, elle était très humble surtout. Et elle était très, très respectueuse. Dans la brillante carrière de Makouyaté, les hommes des médias ont pleinement joué leur partition, comme Lamine Sissoko de la chaîne 2, managé pendant plus d'une décennie, et Draman Djibo de la radio Guintan. Je peux dire que c'est moi-même Makouyaté, tellement que nous avons bien collaboré pendant près de 3 décennies. Chaque grande figure a une dose de regret dans sa carrière et Makouyaté en a pour elle. Et elle l'affirme ici dans un extrait du plateau TV. Le Mali ne m'a offert aucune distinction qui pourrait un jour témoigner mon engagement pour mon pays. Une autre grande voix de moins dans la grande famille de la musique, c'est la roue de la vie qui tourne et nous ne pouvons que constater et nous prosterner. Dors en paix, Djeli Moussou. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Bonsoir.